Merci d'être là, messieurs. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Avant de passer aux questions du public, je vous pose une question. On a vu ces gens déplacés, puis on a parlé à un des citoyens de Gaza qui s'est déplacé vers l'Égypte. Est-ce que dans votre esprit, quand vous voyez depuis quelques jours les choses aller, c'est clair qu'Israël va passer très bientôt à une autre vitesse et à une invasion terrestre? Gérard Haro. Oui, en effet, il y a une doctrine, une partie essentielle de la doctrine militaire israélienne est toujours de détenir une capacité de dissuasion. En d'autres termes, de manière plus simple, si je reçois un coup, je dois en rendre le double. Et ça a toujours été le cas. Et là, ils ont reçu, il faut bien dire, un coup très très dur, 1200 morts, leur territoire envahi. Donc il est inévitable qu'ils frappent très fort. Donc, ce n'est que le début de l'opération, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Benjamin Netanyahou, et tout le monde sait qu'il y aura une opération militaire terrestre. Je crois que ce n'est que le début de ce que va subir la bande de Gaza. Et le problème existentiel, Fareed Kirkhoff, le problème fondamental, c'est que de mener une opération terrestre dans une zone si densément peuplée, on l'a beaucoup dit, c'est inévitablement beaucoup de civils tués, là. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que les Israéliens aient demandé est-ce que la foule dans le nord descende au sud. C'est une catastrophe humanitaire certainement, mais c'est certainement une autre façon d'éviter un grand nombre de victimes, à la fois évidemment palestiniennes, mais aussi israéliennes, parce qu'à chaque coin de rue, à chaque tournant, il y aura peut-être un tireur d'élite qui va frapper sur les gens qui rentrent. Maintenant, comme ils rentrent avec un équipement absolument colossal, c'est évident que les Israéliens vont faire le maximum pour perdre le moins possible de leurs effectifs tout en infligeant le maximum à Hamas. C'est dans la doctrine tout à fait normale, mais je crois qu'avec l'expulsion de toute la population, ça rend leur travail beaucoup plus facile. C'est pas pour rien qu'ils ont demandé justement à la population d'aller dans le sud. Est-ce que, et ensuite c'est les questions du public, mais une dernière à moi, là. Est-ce que, dans votre esprit, c'est quelque chose de possible, d'atteignable comme cible, que d'éradiquer un mouvement comme le Hamas? Gérard Haro, rapidement. Non, je pense que ce n'est pas possible. Par définition, ils peuvent tuer les chefs, ils peuvent détruire les équipements militaires, les stocks de munitions, mais on ne peut pas éradiquer un mouvement qui est sans doute un mouvement populaire qui a des milliers de militants. Vous savez, dans la lutte contre le terrorisme, c'est toujours la même chose. On tue des chefs terroristes et puis on voit apparaître, peu après, on voit apparaître d'autres chefs, des jeunes chefs. Donc, cela dépend aussi de ce que feront les Israéliens. Est-ce qu'ils vont réoccuper la bande de Gaza de manière durable? Ce qui me semble ça me semble improbable. Non, je ne pense pas qu'il y a éradication du Hamas. Fareed Kirkhoff. Sur la même question? Oui, êtes-vous d'accord que... Est-ce que l'objectif, parce qu'on a beaucoup répété depuis 4 jours, il y a un avant, un après, nous allons éradiquer le Hamas? Je crois que l'éradication d'une certaine partie de l'équipe du Hamas, oui, ça va se produire, mais comme le dit Jean Haro, il y a une nouvelle génération qui va se pointer. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas tous cantonnés dans Gaza. Il y en a beaucoup des leaders qui sont à l'extérieur et qui s'arrangeront pour rétablir les choses. Ou bien c'est l'occupation totale, complète et véritablement 24 heures sur 24, ou alors c'est le retour, mais peut-être dans 6 mois. Mais c'est certain que la doctrine, l'idéologie ne va pas s'évanouir, même si on élimine les gens qui sont actuellement à Gaza. Très bien. Ça me paraît clair. Alors, je vous envoie les questions. Je vous demande d'être court. Je suis désolé. Kathleen Matt-Nantais de Laval vous demande quelle fut la démarche et les raisons pour avoir donné une partie de la Palestine au peuple juif. Il n'y avait pas un endroit libre de population au moment de cette décision. Fareed Kirkhoff. Alors, écoutez, il faut remonter véritablement à l'ensemble de toutes les persécutions que les Juifs ont subies. Il y a eu le fameux Herzl qui a écrit le Judenstaat, le retour au fond à la terre promise. Et évidemment, cette idée de retour à la terre promise a été accréditée par la fameuse déclaration Balfour de 1917, l'idée de la création d'un foyer national pour les Juifs en Palestine. Et c'est à partir de ce moment-là que tout déferle, que se crée éventuellement une montée, l'Aliyah, la fameuse Aliyah
des Juifs qui montent en Israël. À partir du moment où on découvre aussi les horreurs de la Shoah, là, il y a une mouvance encore beaucoup plus grande, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à la résolution 180 de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, décrétant la création de 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, et c'est le début de la fin de toute l'histoire de la création de l'État d'Israël et de la création d'un État palestinien. Il y avait aussi cette petite question en incise qui demandait est-ce qu'il y avait d'autres projets avancés antérieurement. Je vous rappelle que l'Ontario avait été à un moment donné désigné comme éventualité, mais le Canada l'a rejeté. Il y avait également la Rhodésie. Les deux possibilités étaient mises de côté. Et très bien. Gérard Haro, il y a deuxième question, il y a des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Comment se fait-il que ce peuple soit séparé, demande-t-on? Parce qu'on avait donc, comme mon collègue canadien l'a dit, la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies a créé 2 États, un État arabe et un État juif. Mais comme les Arabes n'ont pas accepté la création d'État juif, il y a eu une guerre. Et les Juifs, c'est-à-dire les Israéliens, l'État d'Israël a été proclamé le 15 mai 1948, a gagné la guerre, et il n'est plus resté de l'État arabe prévu par la résolution des Nations Unies que 2 morceaux. L'un, la Cisjordanie, qui à l'époque a été occupée par la Jordanie, et qui a été jordanienne jusqu'en 1967, et l'autre, cette bande de Gaza, où se sont réfugiés un certain nombre de Palestiniens qui fuyaient les foyers de la guerre et qui avaient été aussi d'ailleurs expulsés par les Israéliens. Donc c'est le résultat de la guerre de 1948. Et le partage proposé, vous le dites, avait été refusé par les Palestiniens à l'époque. Le partage proposé par l'ONU avait été refusé par les... Le partage de la Palestine devait être entre 2 États, un juif, un arabe. Les Arabes, et pas seulement les Palestiniens, mais aussi tous les pays arabes de la région, ont refusé le partage. Ce fut la guerre. Les Israéliens l'ont emporté. Et donc, ont pris plus que d'ailleurs que le partage ne leur donnait a priori. Troisième question, Céline de Saint-Lambert. Pourquoi ne pas demander aux pays arabes qui soutiennent la Palestine de créer un État arabe palestinien sur les territoires arabes? Donc, on pense à la Jordanie, par exemple. Mais Ferry. Oui, alors écoutez, le seul projet véritable en ce sens a surtout été proposé par les États-Unis qui voulaient véritablement que le problème palestinien soit réglé par les Jordaniens et que donc l'intégration de la Palestine soit faite. Le royaume, qui était déjà peuplé à 60% de Palestiniens, ne voulait pas en entendre, surtout qu'il faut se rappeler qu'il y a eu le fameux Septembre noir, le soulèvement palestinien qui a mis en risque la couronne de la Jordanie. Et ça, c'était à l'époque où Yasser Arafat, qui ne s'entendait pas très bien avec la Jordanie. Alors finalement, aucun État arabe n'est particulièrement intéressé à absorber la Cisjordanie de nos jours et encore moins d'accueillir les Palestiniens chez eux. Alors, si vous voulez, et en plus de ça, on ne veut pas non plus permettre à Israël de prendre la totalité de la Palestine. Donc, le conflit reste absolument ouvert. Et si vous voulez, la politique des pays arabes, c'est la création d'un État palestinien en vertu de la déclaration de Beyrouth de 2002 de la Ligue arabe. Mais il n'est pas question de faire une absorption d'une partie ou l'autre de la Palestine dans un des territoires arabes. Gérard Haro, question 4. Pourquoi les États-Unis soutiennent autant Israël? Et là, la personne ajoute, le pays bafoue les droits de millions de personnes et cette relation semble être unidirectionnelle en faveur d'Israël. En réalité, non, la relation n'est pas unidirectionnelle. C'est l'impression qu'on a en Occident, mais le fait que les États... D'abord parce que vous avez l'Israël qui est la plus grande puissance militaire de la région. Israël est aujourd'hui la superpuissance de la région. Et le seul pays qui a une relation avec les Arabes et avec Israël, de bonnes relations, ce sont les États-Unis. Et donc, si vous êtes dans les pays arabes et si vous voulez d'une certaine manière, essayer de parler aux Israéliens ou d'essayer d'influencer les Israéliens, de calmer les Israéliens, eh bien, vous allez à Washington. Vous n'allez pas à Ottawa, vous n'allez pas à Paris, vous allez à Washington parce que vous pensez que les Américains ont de l'influence en Israël. Non, la relation en effet est une relation très forte, mais elle n'est pas unidirectionnelle. D'une certaine manière, les Américains
en ont aussi profité. Très bien. Rachel Blain, n'y a-t-il pas un mécanisme prévu au sein même du tribunal international pour intervenir en amont avant qu'une hécatombe hors de contrôle s'installe dans ce coin du monde? Est-ce qu'il y aurait eu un lieu où on aurait pu mieux gérer ou trouver une meilleure solution acceptée par les deux parties, Ferry? Écoutez, sur la question palestinienne, d'abord, la Cour internationale de justice n'a pas pu donner qu'un avis consultatif, étant donné qu'Israël ne reconnaît absolument pas la juridiction de la Cour pénale internationale, ce qui vous met déjà complètement à l'écart. Elle a donné un avis consultatif, mais Israël en a pas tenu compte. Il y a eu des résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, il y en a eu des centaines que soit les États-Unis ont sanctionné du veto, ou soit que les Israéliens n'ont tout simplement pas respecté. Alors, il n'existe pas de dispositif en amont, même si le CSNU, le Conseil de sécurité des Nations Unies, est régulièrement saisi des crises impliquant Israël et les Palestiniens. C'est en cours maintenant quand on en parle, mais il n'y a jamais eu le moindre espoir, à part quelques résolutions qu'Israël mette en vigueur. La seule fois, c'est quand Obama a décidé que finalement d'exercer non pas son droit de veto, mais une abstention sur la résolution condamnant la colonisation en Cisjordanie. Et ça a été un moment absolument prodigieux de la diplomatie américaine, parce que personne ne s'attendait à cela. Et c'est d'ailleurs, Trump a juré qu'il changerait ça le lendemain matin de son élection. Mais c'est vraiment un moment clé où, pour une fois, les États-Unis ont pris une mesure définitive. Gérard Araud, là-dessus, mais très rapidement, est-ce qu'il y a une issue... mais une issue, c'est peut-être exagéré, mais une voie diplomatique encore? Non, pas pour le moment, parce que pour négocier, vous avez besoin au moins que les deux côtés s'assoient autour d'une table. Vous avez un gouvernement israélien d'extrême droite qui est en voie d'annexion de la Cisjordanie, et de surcroît, le pays vient de subir ces atrocités dont vous imaginez bien que les Israéliens ne vont pas proposer des concessions aux Palestiniens. Et du côté palestinien, il n'y a pas d'interlocuteur. Vous avez un Abou Mazen de 88 ans qui ne représente plus rien. Et vous avez par ailleurs le Hamas qui, évidemment, ne peut pas être accepté aujourd'hui comme interlocuteur. Donc, l'issue de cette tragédie ne peut être que haine, mort et dévastation. C'est désespérant et désespéré. Mais justement, Agathe Bolduc demande, question 6, comment expliquer que les citoyens de la bande de Gaza ne dénoncent pas ceux qui font partie du Hamas? Là, ils sont pris avec le Hamas comme dirigeant. Un mot rapide, peut-être, Ferry? C'est ultra rapide, parce que la situation des citoyens de la bande de Gaza est celle d'une tutelle totale et totalitaire du Hamas, avec aucun droit de contestation, on le sait très bien. En plus de ça, soumis au blocus terrestre, aérien et maritime d'Israël, il est impossible pour les Gazéens même de quitter Gaza, d'où l'expression d'ailleurs de prison à ciel ouvert, et il n'y a absolument aucun espoir, et on le voit encore très bien ces jours-ci. En fait, la situation est catastrophique, et le Hamas est véritablement coupable. Très bien. Dernière question. Pourquoi on ne laisse pas les civils palestiniens, femmes et enfants, sortir de Gaza pour se réfugier en Égypte avant de bombarder ou lancer une offensive? C'est intéressant parce que les Égyptiens ont été très sévères il y a 1 heure à peine. Pourquoi l'Égypte ne laisse pas entrer les Palestiniens en masse, Gérard Araud? Bon, d'abord parce qu'elle n'a pas envie de recevoir 2 millions de plus d'habitants dans un pays qui est déjà surpeuplé. Mais il y a aussi une grande hypocrisie de tous les pays arabes, parce qu'au fond, les Égyptiens seraient tout à fait satisfaits si les Israéliens éradiquaient le Hamas. De même que l'Arabie saoudite. Le Hamas, c'est l'ennemi. Le Hamas, c'est les frères musulmans. C'est l'ennemi absolu du régime égyptien, comme des monarchies du Golfe. Alors vous pensez bien que l'Égypte ne veut pas risquer de récupérer des milliers de militants du Hamas sur son territoire. S'il n'y avait pas l'opinion publique arabe qui est favorable aux Palestiniens, les régimes arabes applaudiraient Israël. Ferry? Oui, simplement, j'ajoute un élément, c'est que le nord du Sinaï est composé de nombreuses tribus. Il y en a environ 95 dans l'ensemble du Sinaï, dont une grande partie sont plutôt aussi le gouvernement, surtout qu'on a rasé leurs bâtiments pour faciliter le dépistage des souterrains qui communiquent avec Israël, parce que la complicité entre Israël et l'Égypte est absolument totale. Autrement dit, si les Gazéens venaient dans le nord du Sinaï, ça ne ferait qu'augmenter les dangers
danger de terrorisme pour l'Égypte qui ne veut absolument pas en entendre parler. Merci beaucoup à vous deux, Gérard Haro, Ferry de Kerkhoff. Décourageant, mais très clair. C'est comme ça, on n'y peut rien. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir et à la prochaine. Au revoir.